L'exploration d'épaves est un des métiers les plus dangereux au monde, même pour les plongeurs expérimentés. Mais quand vous prenez une bande de gosses de riches de la ville et que vous les mettez dans une épave de cuirassé en compagnie d'un grand requin blanc hargneux, vous obtenez la recette d'un bain de sang absolu. Ces 5 amis sont sur le point de croquer à pleines dents dans une aventure qui dépasse de loin ce qu'ils peuvent avaler. Mais quelque chose me dit que les requins n'auront pas le même problème. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le labyrinthe mortel des requins dans The Last Breath. Ces vacances de rêve sont sur le point de se transformer en leur pire cauchemar. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, un sous-marin allemand sillonne les eaux des îles Vierges. Et il vient de braquer son objectif sur un cuirassé américain, l'USS Charlotte. Le sous-marin lance une torpille qui le frappe de plein fouet, provoquant une énorme explosion qui fait sombrer le navire. Dans le chaos, un marin parvient à survivre en grimpant sur des débris flottants pour sortir de l'eau. Quelques secondes plus tard, un autre survivant apparaît à la surface, mais c'est alors qu'il se rend compte qu'il n'est pas seul. Derrière lui, un grand aileron de requin sort de l'eau, et l'homme commence immédiatement à paniquer. Mais ce sera sa plus grosse erreur. Il nage aussi vite qu'il le peut et tend la main à son ami au moment même où il est entraîné sous l'eau. Et quand l'homme se cramponne, il ne reste de lui que son bras coupé. Terrifié, l'autre marin tente de se hisser sur la planche, mais un autre requin sort tout à coup de l'eau et l'emporte à son tour. Ça fait donc 2 victimes, et il en reste 6. Ok, cette situation est absolument terrifiante. Mais le bon côté des choses, c'est qu'au moins, si vous êtes déjà dans l'eau, personne ne peut vous voir chier dans votre caleçon. Ça me rappelle une histoire célèbre concernant un autre navire, l'USS Indianapolis. Vous savez peut-être déjà de quoi je parle grâce à la célèbre scène des Dents de la Mer. Le navire revenait d'une mission top secrète dans le Pacifique quand il a été attaqué et coulé par un sous-marin ennemi. Mais parce que la mission était très secrète, personne n'a su que le navire avait coulé. Au cours des 5 nuits suivantes, les survivants ont été attaqués sans relâche par des requins à pointe blanche, qui peuvent atteindre plus de 3 mètres de long et peser plus de 150 kg, transformant la situation en l'une des luttes pour la survie les plus brutales que le monde ait jamais connues. Sur les 1200 marins à bord, seuls 316 ont survécu, et on estime que des centaines d'entre eux ont été tués par les requins. On savait déjà que ce type était fichu à la minute où il a commencé à paniquer et à s'agiter dans tous les sens. Ces mouvements de panique ressemblent à ceux que ferait un animal en détresse ou blessé, ce qui fait de vous une cible facile et déclenche la réaction prédatrice du requin. En fait, son ami a eu une bonne idée en grimpant sur cette planche qui flottait à la surface de l'eau. Il est évident que la meilleure chose à faire était de garder la plus grande partie possible de son corps hors de l'eau. Pour augmenter encore ses chances, il aurait dû essayer de se rapprocher lentement des incendies. La chaleur et la lumière intense auraient pu perturber l'essence du requin, créant ainsi une petite zone de sécurité près des flammes. Par ailleurs, j'aurais également cherché un objet dans l'eau qu'il aurait pu utiliser comme arme, juste au cas où, pour pouvoir viser les points faibles comme les yeux, le museau et les branchies du requin s'il avait besoin de se défendre. Plusieurs décennies plus tard, ce plongeur Noah et son patron Levi sont en mer pour tenter de localiser l'épave. Cette recherche leur a pris des années, mais aujourd'hui, tout va changer. Après être arrivé sur un nouveau site, Noah enfile son équipement et se jette à l'eau, tandis que Levi surveille la situation depuis la surface. Levi était lui-même un plongeur, mais il doit maintenant se contenter de tricoter des bonnets et de s'occuper de la radio en raison de son âge déjà avancé. Quand il atteint leur repère, Noah fait le point avec le patron et il lui fait remarquer qu'ils devraient moderniser leur technologie. Mais apparemment, c'est pas dans le budget. Devant lui, il trouve un gros morceau de métal qui sort du sable. Il est profondément enfoncé dans le sable, mais alors qu'il essaie de le dégager, il remarque quelque chose de bien plus intéressant. Ils sont finalement tombés sur une épave, et il pense qu'il pourrait bien s'agir du Charlotte. Curieux, Noah se glisse à l'intérieur pour regarder de plus près, et il se laisse descendre par une ouverture dans la coque du navire. Il s'enfonce dans les compartiments inondés en se servant de sa lampe torche, passe par un escalier et débouche sur un autre long passage. Il est surpris de constater que le vaisseau est toujours en bon état, pensant que le fait d'avoir été enseveli sous le sable a dû le protéger de la dégradation normale. Il finit par arriver à un point où la radio ne passe plus, et il décide qu'il est plus sûr de faire demi-tour pour le moment, ne se doutant pas un seul instant qu'il était observé pendant tout ce temps. Plus tard, alors qu'il regagne la côte, Noah reçoit un appel de son ami Brett qu'il décide d'ignorer pour l'instant. Au même moment, Brett débarque à l'extérieur du bar et centre de plongée de Levi, accompagné de ses amis Riley, Logan, le plus hirsute du groupe, et Sam, l'ex-petit ami de Noah. Noah et Levi arrivent quelques minutes plus tard, et il reçoit un accueil chaleureux de la part du groupe, à l'exception de Brett, qui l'engueule pour avoir ignoré ses appels. Le groupe porte un toast tout en prenant des nouvelles des uns et des autres autour d'un verre. Riley remarque rapidement qu'il est de bonne humeur, et elle demande à Noah s'il a enfin trouvé une petite amie.
Sur le ton de la plaisanterie, il leur répond qu'elle s'appelle Charlotte, avant de révéler qu'il ne parlait que du navire. Selon lui, il a été recouvert de sable pendant 80 ans, jusqu'à ce qu'une récente tempête tropicale le fasse ressurgir à la surface. Ça fait de lui la seule personne à être allée à l'intérieur du bateau depuis qu'il a coulé. Et en entendant ça, Brett se dit qu'ils devraient tous faire une plongée à l'intérieur du bateau. Noah s'y oppose fermement, expliquant que ce n'est ni légal ni prudent d'emmener des plongeurs inexpérimentés à l'intérieur du bateau. Mais Brett ne veut rien entendre. Il se tourne vers Levi et lui propose de le payer 10 000 V-Bucks pour qu'il les emmène là-bas. Mais le patron insiste sur le fait que ça n'arrivera jamais. Plus tard dans la nuit, Sam aperçoit Noah assis près du feu de camp, tandis que les autres font la fête avec des habitants du coin. Après quelques échanges, ils se lèvent pour rejoindre leurs amis, quand tout à coup, l'électricité du bar se coupe. Noah se rend en ville pour acheter de l'essence pour le générateur de secours, mais il finit par découvrir que Levi est gravement endetté et qu'ils vont perdre leur commerce s'ils ne parviennent pas à rembourser rapidement. Se souvenant de ce que Brett a dit plus tôt, il décide de lui proposer un nouveau marché. Pour 50 000 $, ils l'emmèneront plonger dans l'épave. Brett accepte rapidement, mais à la condition que tout le monde vienne et pas seulement lui. Ça met Noah dans une position délicate, mais n'ayant pas d'autre choix, il accepte à contre-cœur en leur disant d'arrêter de boire pour être prêt à partir à la première heure le lendemain matin. Ok, ces idiots sont sur le point de se faire tuer, et pour l'instant, ils ne s'en rendent même pas compte. Même s'ils sont tous titulaires d'un brevet de plongée, personne à part Noah n'a la formation ou les compétences nécessaires pour plonger dans une épave non documentée. Après environ 80 ans passés au fond de l'océan, ce bateau va plutôt ressembler à un gigantesque piège sous-marin façon Jigsaw, avec une infinité de possibilités pour eux de mourir de manière horrible et flippante. Il suffit d'un seul mauvais choix pour se retrouver piégés à des centaines de mètres sous la surface. Et comme ils tiennent leur plongée secrète, personne ne viendra les sauver s'ils devaient avoir un problème. Maintenant, la noyade n'est même pas le seul danger auquel ils seront confrontés, parce que s'ils paniquent et tentent de remonter à la surface sans faire d'abord un palier de décompression, ils seront très probablement tués par ce phénomène, au cours duquel l'augmentation de l'azote dans leur sang forme tout à coup des bulles incroyablement douloureuses, ce qui finit par provoquer un arrêt cardiaque. Pour ne rien arranger, ils ont tous beaucoup bu pendant toute la soirée. Pour la sécurité des plongeurs, il est d'usage d'attendre au moins 24 heures après avoir consommé de l'alcool avant de se mettre à l'eau. Ces jeunes ont arrêté de boire vers minuit et ils prévoient de plonger à 6h30 du matin, ce qui ne leur laisse que quelques heures pour dessouler. Une personne moyenne métabolise l'alcool à un taux de 0,15 g par litre de sang et par heure. Et ils ont tous bu au moins 6 verres chacun de rhum à 88 degrés dans un court laps de temps. Au matin, ils auront tous un taux d'alcoolémie d'environ 0,8 g, ce qui veut dire qu'ils seront toujours en état d'ébriété. Non seulement ça peut conduire à prendre de mauvaises décisions, mais l'alcool provoque la déshydratation, ce qui accroît le risque de problèmes de décompression comme nous l'avons mentionné plus haut. La seule raison pour laquelle Noah a accepté de faire ça, c'est parce qu'il a besoin d'argent. Mais cet argent ne lui sera pas d'un grand secours s'il finit mort ou en prison. En fait, ce qu'il devrait faire, c'est documenter correctement la découverte auprès des autorités compétentes, puis demander des droits de plongée exclusifs sur le site, ce qui leur permettrait d'offrir légalement des visites guidées coûteuses aux plongeurs expérimentés. Parallèlement, ils devraient demander une bourse de recherche pour les aider à couvrir les frais de l'entreprise pendant qu'ils s'efforceront de mettre les choses en place de façon licite. Comme il s'agit d'une découverte révolutionnaire, je suggère d'utiliser les réseaux sociaux pour partager cette histoire et promouvoir leur business. Ils pourront alors envisager de proposer différents types de sorties aux plongeurs de tout niveau d'expérience, ce qui leur permettra d'attirer un plus grand nombre de clients et de gagner plus de fric. Noah y voit peut-être un moyen de sauver l'entreprise, mais il ne faudra pas attendre longtemps avant que quelqu'un ait besoin de sauver leur vie. Le lendemain, au lever du soleil, Logan arrive le premier sur le quai, encore un peu éprouvé par la soirée de la veille. Les autres arrivent 1 minute plus tard, Brett étant déjà prêt pour le départ, même si Riley dit qu'il a bu 2 fois plus d'alcool que les autres. Sur le trajet vers le large, Sam remarque que Levi s'est remis à tricoter, et elle comprend de par son expérience de médecin qu'il s'agit d'une forme de thérapie physique. Il a pris sa retraite de plongeur depuis de nombreuses années, mais il dit qu'il garde toujours son équipement de plongée à bord du bateau. Et il lui raconte qu'on l'appelait la torpille rouge à l'époque où il était le plus doué. Pendant que tout le monde enfile son équipement, Noah commence à leur donner les consignes de sécurité. Il leur explique que ce qu'ils s'apprêtent à faire est extrêmement dangereux, qu'ils doivent tous rester groupés et prendre tout ça très au sérieux, sinon quelqu'un risquerait d'être blessé. Avant même qu'il n'ait pu terminer sa phrase, Logan fait un gros boulet de canon sur le côté du bateau, sans avoir raccordé son dispositif de flottaison. Et il finit par piquer directement vers le fond de l'océan. Réalisant qu'il est en difficulté, Noah plonge à sa suite, faisant signe à Logan de mettre son masque et de connecter son équipement de sécurité.
Noah n'est pas content du tout de la façon dont les choses commencent, et il menace de faire demi-tour au bateau s'il fait encore une connerie. Mais Logan promet d'écouter ses instructions à partir de maintenant. Et comme les autres sont descendus pour les rejoindre, Noah ouvre la voie vers le navire coulé, sans se rendre compte qu'il les mène droit dans un piège mortel. Noah les fait entrer par le même passage dans le pont, ce qui permet à chacun de passer un par un, puis il attend que les autres le rattrapent. Avant d'aller plus loin, il attache un fil d'Ariane près de l'entrée. Un fil pour les guider, quoi, de façon à ce qu'ils puissent retrouver leur chemin s'ils se perdent. Une fois tout le monde à l'intérieur, il commence à les guider plus profondément dans le vaisseau, les avertissant de ne pas se laisser distancer. Il ne tarde pas à atteindre le point le plus avancé que Noah avait atteint la veille. À partir de maintenant, ils vont se trouver en territoire inconnu, et il leur rappelle qu'ils doivent être extrêmement prudents. Le chemin à suivre est en effet bloqué par de lourdes structures métalliques qui semblent pouvoir se détacher à tout moment, mais ils parviennent à s'y faufiler sans problème. Dans la zone suivante, le groupe descend le long d'une échelle à pic et se retrouve au milieu de la cafétéria du vaisseau. Brett et Logan recommencent immédiatement à faire les imbéciles en se faisant passer pour des marins de l'ancien temps en expédition navale. Mais Noah commence à s'inquiéter. Il appelle Brett et leur dit qu'il est temps de faire demi-tour. Mais Brett ne pense pas en avoir eu pour son argent et il exige qu'il continue d'explorer. Sachant pertinemment que Noah sera obligé de le suivre, il se détourne et s'enfonce plus profondément dans le vaisseau, obligeant les autres à continuer à le suivre pour l'instant, afin qu'ils ne se perdent pas. Ok, Brett se comporte comme un vrai connard, et ce n'est qu'une question de temps avant que ça ne se retourne contre eux de façon significative. De son côté, Noah fait tout ce qu'il peut pour assurer leur survie, mais il ne peut pas assurer leur sécurité à tous si un des membres du groupe rend les choses aussi difficiles que possible à chaque fois qu'il en a l'occasion. Pour les plongées techniques, comme l'exploration d'une épave, les plongeurs professionnels suivent une règle de sécurité appelée règle des tiers, qui les aide à gérer leurs réserves d'air. Ils utilisent un tiers de leur bouteille d'oxygène pour explorer le site de plongée, le tiers suivant pour le retour, et le dernier tiers comme tampon en cas d'urgence. De cette manière, il y aura toujours suffisamment d'oxygène pour survivre, même en cas de retard imprévu. En observant le manomètre de Noah, on constate qu'il n'a déjà plus que 50% de sa réserve d'air. Il est également le plongeur le plus expérimenté ayant reçu l'entraînement adéquat pour conserver son oxygène le plus longtemps possible. Ce qui veut dire que ses amis moins expérimentés sont probablement déjà à un niveau encore plus bas. Ça veut dire qu'il est plus que temps de rentrer à la maison. Mais cet abruti de Brett veut compliquer les choses. Il a peut-être payé cher pour être ici, mais n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il fait une bêtise de ce genre, il met tous les membres du groupe en danger, et pas seulement lui. Noah doit faire comprendre à Brett et aux autres qu'ils manquent déjà cruellement d'oxygène, et qu'ils doivent commencer à rebrousser chemin sans tarder. Si Brett refuse toujours, je ferai demi-tour et je commencerai à nager vers la sortie sans lui. Les autres suivront probablement le meneur, et Brett se dégonflera probablement quand il se rendra compte que personne d'autre ne veut jouer le jeu. En dernier recours, j'envisagerais d'essayer de le dédommager. Brett leur a versé 50 000 $ pour cette aventure, mais Noah et Levi n'ont besoin que de 36 000 $ pour rembourser leurs dettes et garder le bateau. S'il n'a pas l'impression d'en avoir eu pour son argent, je lui rembourserai les 14 000 $ pour parvenir à un compromis qu'il convaincra de repartir en toute sécurité. Et Noah et Levi seront toujours payés pour leur part du marché. Plus loin, Brett pousse la porte d'un ancien cabinet médical, et il indique à Sam avec humour au cas où l'un d'entre eux aurait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence. L'ignorant pour l'instant, ils poursuivent leur chemin jusqu'à la prochaine intersection, et ils descendent une autre volée de marche, tout en continuant à tirer le fil conducteur derrière eux. Noah commence à s'énerver contre Brett pour avoir pris autant d'avance, mais ce dernier refuse catégoriquement d'écouter ses indications. Ils ouvrent une autre porte et entrent dans une pièce où se trouve une poche d'air près du plafond, et Brett accepte enfin de faire demi-tour, après avoir fait une petite pause à l'intérieur. Brett enlève son masque pour vérifier la qualité de l'air, et il commence tout à coup à halter comme s'il s'étouffait. Mais il s'avère que c'était qu'un autre de ses pranks. Vu que l'air ne présente aucun danger, les autres enlèvent leur masque pour se détendre un peu. Mais Noah leur dit qu'ils ne peuvent pas rester longtemps. Prenant place sur une plateforme au-dessus de l'eau, Logan sort une flasque et s'apprête à boire une gorgée. Noah lui crie de ne pas le faire, expliquant que l'alcool est 10 fois plus fort ici qu'à la surface. Mais personne ne semble le prendre au sérieux. En regardant autour d'elle, Riley remarque le nom de Jimmy Scott gravé au plafond, se demandant ce qui a bien pu lui arriver. À ce moment-là, un grand bruit se fait entendre quelque part dans le vaisseau, et le fil d'Ariane se tend tout à coup, comme si quelqu'un tirait dessus. La corde se tend de plus en plus, coupant presque la combinaison de Riley, jusqu'à ce qu'elle finisse par céder et que la jeune fille décide de boire une gorgée de la flasque elle aussi, pour se calmer. Les autres sont tous paniqués, mais Noah dit qu'il se souvient du chemin de la sortie, et il les rassure en leur disant qu'ils retrouveront le reste du fil conducteur un peu plus loin. Leur réserve d'oxygène commence à diminuer drastiquement. Ils doivent donc absolument commencer à remonter à la surface. Mais la vérité, c'est que le vrai danger ici ne fait que commencer.
Ok, on dirait que les emmerdes viennent de commencer. C'est exactement ce dont Noah a essayé de les mettre en garde. Mais maintenant, ils sont perdus sans fil conducteur pour les ramener hors du vaisseau et leur réserve d'oxygène semble diminuer dangereusement. Il semble qu'ils soient foutus, mais ils ont encore une chance de sauver la situation s'ils prennent les bonnes décisions. Nous savons qu'il ne leur reste à chacun que 30 minutes d'oxygène. Ça rend la situation dangereuse s'ils rencontrent des problèmes en essayant de sortir. Mais maintenant qu'ils ont trouvé cette poche d'air, où il semble y avoir suffisamment d'oxygène pour qu'ils puissent tenir plusieurs heures, de nouvelles options s'offrent à eux. À présent, ils doivent faire quelque chose que je recommande rarement, à savoir diviser le groupe. Comme Noah et Sam sont les seuls à ne pas avoir bu, ils devraient partir à la recherche d'une sortie pendant que les autres attendront ici, dans la poche d'air, qu'ils leur envoient de l'aide. Noah dispose toujours de l'extrémité fonctionnelle de la ligne de conduite. Je l'attacherai donc dans cette pièce pour qu'ils puissent toujours retrouver leur chemin. Puis je commencerai à revenir prudemment sur nos pas pour trouver une sortie. Si leur bouteille d'oxygène commence à se vider, ils pourront revenir à cette poche d'air pour emprunter celle de quelqu'un d'autre. Ce qui leur permettra de passer de 30 minutes de recherche chacun à plus du double en n'étant que 2 à utiliser leur réserve d'air. Une fois qu'ils seront remontés à la surface, ils pourront envoyer de l'aide à tous les autres et ne plus jamais faire de plongée sous-marine avec Brett. Sur le chemin du retour, les autres commencent à s'inquiéter parce que Noah semble avoir perdu son chemin. Décidée à sortir, Riley croit voir la lumière du jour et elle se lance à la nage dans le mauvais passage, ignorant l'avertissement de Noah qui lui demande de garder son calme. Il y a une grille dans le plafond plus loin, où ils peuvent effectivement voir de la lumière passer, et quelques-uns d'entre eux commencent à essayer de la forcer, mais ils se rendent vite compte que ça ne sert à rien. À ce stade, la jeune femme respire si fort qu'on dirait qu'elle vient de courir un marathon. Et Noah lui dit qu'elle doit absolument retrouver son calme avant de se retrouver à court d'air. En vérifiant sa bouteille de plongée, il constate que son taux est déjà inférieur à 15%. Mais Noah la rassure en lui disant que c'est encore suffisant pour pouvoir ressortir. C'est à ce moment-là que quelque chose de gros passe au-dessus de la grille, bloquant temporairement la lumière. Noah tente de rassurer tout le monde en mettant ça sur le compte des nuages. Mais les autres n'en sont pas si sûrs. Avec Noah en tête, ils parviennent enfin à retrouver le chemin de l'escalier, ce qui leur permet de monter à l'étage supérieur. Ils s'en sortent plutôt bien jusqu'à présent, et trouvent rapidement l'escalier suivant en direction de la sortie. Mais c'est alors que la situation devient tout à coup mortelle. Logan commence tout juste à se réjouir quand tout à coup, un putain de gros requin surgit de l'ombre et lui arrache une partie de la jambe. Par chance, leur ami est toujours en vie, mais il perd beaucoup de sang. Il ne tiendra pas longtemps sans soins médicaux. Et pour ne rien arranger, leur nouvel ami, Monsieur Squall, est sur le point de venir finir le travail. Réfléchissant rapidement, il se rue sur une porte avant de la bloquer avec une poutre en acier, réussissant à retenir le requin pour l'instant. Sam se précipite rapidement vers son ami, le rassurant qu'il va s'en sortir tout en essayant de stopper l'hémorragie. Dans la foulée, Noah remarque une autre porte par laquelle le requin pourrait passer. Il demande à tout le monde de rester silencieux et de couvrir leurs lampes. Bien sûr, le requin émerge par la porte, mais il se détourne et disparaît dans l'autre sens à travers le navire. Mais quand la voie semble libre, cette idiote de Sam laisse accidentellement tomber le garrot qu'elle utilisait pour Logan, ce qui provoque un très grand bruit. En quelques secondes, le requin fait demi-tour et se dirige droit vers eux, les obligeant à se mettre à l'abri dans la zone médicale avant qu'ils ne puissent faire une autre victime. Logan se vide rapidement de son sang, et Sam demande à Noah de faire pression sur la plaie pendant qu'elle cherche des équipements médicaux dans le cabinet. Dans un tiroir, elle trouve des pinces pour refermer l'artère, mais elle prévient Logan que ce sera extrêmement douloureux. Les autres tentent de le maintenir en place, mais la douleur est trop forte pour que Logan reste immobile, et ils vont le perdre s'ils ne parviennent pas à le faire. Elle retourne en arrière, mais cette fois elle prend un flacon de sédatif périmé et en injecte une dose dans la zone pour l'aider à supporter la douleur. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais le temps que Sam parvienne à retrouver l'artère, il est déjà trop tard. Logan ne réagit plus. Et bien que Sam essaie de pratiquer un massage cardiaque, elle ne peut rien faire de plus, étant donné que leur ami succombe tragiquement à ses blessures. Et ça fait 3 victimes, et il en reste 5. Comme si les choses n'étaient pas assez graves, le requin est toujours à l'extérieur. Mais c'est alors que Brett propose un plan pour le moins controversé. Leur ami peut encore les aider à s'échapper, en servant de bouclier de viande pour nourrir le requin pendant qu'eux prendront la fuite. C'est franchement un plan tordu, mais comme ils ne voient pas d'autre solution, les autres se rendent compte que c'est le seul choix possible. Ok. Brett, je ne vais pas te mentir, tu n'es pas vraiment mon préféré dans le groupe. Mais là, je commence à aimer ta façon de penser. Même si ça semble assez cruel, utiliser Logan comme distraction pendant que les autres s'enfuient est peut-être la meilleure idée que quiconque ait eue jusqu'à présent. Mais ils ont raté un truc qui pourrait rendre ce plan encore meilleur. Commençons par ce que nous savons du requin. D'après ce que nous voyons, il s'agit probablement d'un grand requin blanc adulte. Vous avez probablement entendu dire que les requins meurent s'ils s'arrêtent de nager.
Et bien que ce ne soit pas forcément vrai pour tous les requins, c'est le cas pour les grands blancs, parce qu'ils dépendent de ce qu'on appelle la ventilation obligatoire par bélier. Ça veut dire qu'ils ont besoin que l'eau coule en permanence par leurs branchies pour que l'oxygène pénètre dans leur sang. S'ils cessent de bouger, le manque d'oxygène et l'accumulation de dioxyde de carbone dans leur corps finiront par les faire suffoquer. Quand on y pense, il est donc techniquement possible de noyer un requin. C'est dingue, non ? Maintenant, il y a plusieurs façons d'utiliser ces informations dans le cas présent. La première consiste à essayer de se déplacer dans des zones plus étroites chaque fois que vous le pourrez. Si l'espace est trop étroit pour que le requin puisse se retourner, il se retrouvera coincé s'il décide de vous poursuivre, ce qui permettra à tout le monde de s'en sortir en toute sécurité. Puisqu'ils ont déjà décidé d'utiliser Logan comme appât, je suggère de combiner cette idée avec autant d'anesthésiants que possible pour essayer d'empoisonner le requin pendant qu'ils y sont. Il en faudrait une sacrée dose vu la taille de l'animal dont il est question, mais il suffirait de le ralentir un tout petit peu pour le déstabiliser et leur permettre de s'enfuir. Avant de partir, je chercherai tout ce qui pourrait servir d'arme dans l'infirmerie, juste au cas où. Il y a plein d'objets affûtés là-dedans qui pourraient être transformés en lance convenables, et si vous arrivez à viser ses yeux ou ses branchies, vous pourriez peut-être avoir la chance de lui infliger un coup fatal. Après avoir ouvert la porte, le groupe fait flotter le corps de Logan à l'extérieur avec une lampe de poche pour attirer l'attention du requin. Les choses sont calmes pendant 1 seconde, avant que le requin ne se précipite et ne morde à l'hameçon. Jusque-là, le plan se déroule sans accroc. Mais c'est alors que cette satanée Riley nage trop près d'un morceau de métal rouillé et s'ouvre la jambe, ce qui les ramène à la case départ. Maintenant, elle saigne de partout et le requin leur barre la route, ce qui ne leur laisse pas d'autre choix que de retourner à la poche d'air et d'essayer d'élaborer un nouveau plan. Ils parviennent à panser la jambe de Riley à l'aide de rubans adhésifs pour le moment. Mais ça ne servira pas à grand-chose s'ils ne parviennent pas à trouver une issue. La tension au sein du groupe est à son comble, et une dispute éclate rapidement entre Brett et Noah sur qui est vraiment responsable de ce qui s'est passé. Excédés, Sam leur rappelle qu'ils seront tous morts s'ils ne travaillent pas ensemble, les contraignant à mettre leurs différents côtés pour leur propre survie. C'est alors que Riley se rend compte qu'il ne lui reste plus que 6% d'oxygène, et que ça ne lui suffira pas pour atteindre la surface s'il rencontre d'autres problèmes. Noah propose qu'ils rejoignent le bateau pendant que Sam restera avec Riley, puis de revenir chercher les filles avec une nouvelle bouteille d'oxygène. Du coup, ils prennent des perches en métal qui leur serviront d'armes avant de s'en aller. Le plan n'est pas parfait, mais c'est le meilleur qu'ils aient. Les deux hommes se mettent en route à travers les compartiments inondés, jusqu'à la première série d'escaliers. Quand ils regardent autour d'eux, Brett aperçoit un des bras de Logan qui flotte au niveau du plafond. C'est un spectacle terrifiant, mais à moins qu'ils ne veuillent partager le même sort, Noah dit qu'ils doivent continuer à avancer. Ils finissent enfin par atteindre la zone où les poutres sont effondrées, sans se douter qu'un requin est tapis derrière eux. Noah trouve ce qui reste du fil conducteur déchiré en deux, et quand il relève la tête, il a tout juste le temps de crier « Attention !» au moment où le requin arrive à toute allure vers eux. Ils plongent tous les deux juste à temps, mais le requin renverse les poutres au passage, ce qui en fait tomber une et coince Noah en dessous. Elle est trop lourde pour être soulevée, et son seul moyen de s'en extraire est d'enlever sa bouteille d'oxygène. Le requin revient juste au moment où Noah parvient à se dégager, et pendant qu'il s'abrite à même le sol, Brett s'enferme dans un autre compartiment pour se tirer d'affaire. Noah récupère enfin la bouteille d'oxygène, et il l'abat sur la poutre, l'utilisant comme une torpille pour frapper le requin en plein dans la tête. Mais il est maintenant confronté à un autre problème. Il doit trouver rapidement un peu plus d'air. Réfléchissant rapidement, il se précipite pour emprunter la bouteille d'oxygène de Logan, puisqu'il n'en aura clairement plus besoin, ce qui lui permet de gagner quelques minutes d'air supplémentaire. Les filles sont toujours en train de surveiller la poche d'air quand Noah sort tout à coup de l'eau. Elles remarquent tout de suite qu'il n'est pas avec Brett, et il leur explique qu'ils ont été séparés pendant l'attaque. Pendant ce temps, Brett décide de prendre les choses en main. Il trouve une bouche d'aération dans la pièce qui semble assez grande pour qu'il puisse y passer. Quant aux autres, ils doivent trouver leur propre sortie. Ce qui veut dire que Riley va encore devoir rester en arrière pendant que Noah et Sam reprennent l'exploration du vaisseau. Ok, c'était un acte de folie de la part de notre ami Noah, mais ça ne changera rien s'ils ne parviennent jamais à quitter ce vaisseau. Nous devons nous rappeler que le temps est un facteur crucial ici, et ils ne progressent pas assez vite avec les plans qu'ils ont essayés jusqu'à présent. Ils doivent trouver un moyen de sortir de là avant de manquer complètement d'oxygène. Mais ça n'arrivera pas s'ils doivent sans arrêt faire demi-tour parce qu'il y a un requin. Il est donc peut-être temps de repenser leur stratégie. Ils n'ont sans doute qu'un nombre limité d'options pour sortir d'ici, mais en ce qui concerne le fait de combattre le requin, ils peuvent en fait utiliser tout le navire. Vous avez sans doute remarqué maintenant que le requin peut apparemment les suivre à la trace où qu'ils aillent, ce qui veut dire que ce n'est pas à cause de l'odeur du sang.
Outre leur odorat, les requins sont adaptés pour chasser en utilisant l'ouïe et le toucher. Ils ont en fait des oreilles internes qui sont très sensibles aux vibrations de basse fréquence, comme le métal qui s'entrechoque. Ce qui explique pourquoi le requin est revenu quand Sam a lâché le garrot. Ils disposent également d'une adaptation unique appelée système de ligne latérale, qui est en fait une série de nerfs spéciaux qui parcourent tout leur corps, ce qui leur permet de percevoir les vibrations de l'eau causées par les moindres mouvements d'autres animaux. En réalité, ces imbéciles ont probablement fait venir le requin quand ils ont commencé à frapper sur les tables à la cafétéria. Mais s'ils sont malins, ils pourraient peut-être retourner la situation contre leur adversaire aquatique. Disons que le requin se trouve dans la cafétéria et qu'ils doivent se débarrasser de lui pour pouvoir traverser. Ils peuvent essayer de provoquer des vibrations notables dans une autre zone du bateau, par exemple en laissant tomber un objet métallique ou en frappant les murs. Avec un peu de chance, ça devrait éloigner le requin et leur permettre de ressortir par le même chemin qu'ils ont emprunté pour entrer. Si nous voulons vraiment être créatifs, nous pouvons pousser ce plan un peu plus loin et peut-être même attirer le requin dans un piège qui l'éliminera définitivement. La première chose à faire est de trouver une pièce avec 2 portes fonctionnelles qui s'ouvrent et se ferment. À partir de là, il leur suffira de frapper sur les murs avec quelque chose de lourd jusqu'à ce que le requin finisse par se montrer. Une fois qu'ils auront réussi à l'attirer dans la pièce, Noah et Sam n'auront plus qu'à fermer rapidement une porte chacun, de l'extérieur bien sûr, et le requin sera alors pris au piège, ce qui éliminera complètement la menace qu'il représentait. Après ça, ils pourraient simplement reprendre leur itinéraire initial jusqu'à l'endroit où ils sont entrés, et retourner chercher Riley une fois qu'ils auront pu trouver de l'aide. Le seul chemin qu'ils n'ont pas encore emprunté les conduit à s'enfoncer dans la coque jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une zone où étaient stockées les munitions du navire. Tous les vieux obus sont encore là où l'équipage les avait laissés, et il y a une autre poche d'air dans cette pièce qui leur permet de s'arrêter et de faire une pause avec leur bouteille d'oxygène. Noah dit qu'il va retourner chercher Riley, disant à Sam de rester sur place et de les attendre ici. Mais pas avant qu'ils ne se bécotent en souvenir du bon vieux temps. Brett continue de se frayer un chemin de pièce en pièce, serpentant à travers les conduits d'aération jusqu'à ce qu'il trouve un endroit où il peut enfin sortir du vaisseau. Alors qu'il remonte à toute vitesse vers la surface, il commence à appeler Levi par radio, qui comprend au son paniqué de sa voix qu'ils ont dû avoir des problèmes. Dès qu'il atteint la surface, Brett parle en panique, puis commence à nager aussi vite que possible vers le bateau. Tout à coup, Brett sent quelque chose le heurter sous l'eau. Et quand il regarde en bas, il est horrifié de voir qu'il lui manque toute la jambe droite. Il hurle de douleur et tente désespérément d'atteindre le bateau. Mais les requins l'encerclent déjà. Et avant qu'il ne puisse aller plus loin, l'un d'entre eux se jette directement sur sa tête. Et ça fait 4 victimes, et il en reste 4. Ouf, ok, bon sang les gars, j'ai déjà entendu parler de vacances qui coûtent un bras et une jambe, mais là c'est tout simplement ridicule. Mauvaise nouvelle. Brett mon pote, on dirait que tu viens de recevoir un cours accéléré sur le sujet le moins aimé de tous les petits nantis. Les conséquences de tes actes. Et le professeur Squall n'a pas été impressionné. Je suppose que tu aurais dû rester à Wall Street au lieu de t'engager dans un bassin de vrais requins. Parce que Brett, tu as merdé. Ce qui est vraiment ironique, c'est que c'est toi qui as eu l'idée de ce désastre. Tous les autres étaient parfaitement heureux de simplement profiter de leurs vacances, sans enfreindre de loi ou mettre leur vie en danger de manière invraisemblable. Mais tu ne pouvais tout simplement pas laisser tomber avant d'avoir soudoyé un homme endetté pour qu'il commette plusieurs délits. Tout ça pour que tu puisses obtenir quelques photos pour ton compte Instagram. C'est un comportement très immature, mon gars. Et sachant que Levi et Noah s'attireraient des tas d'ennuis si quelque chose tournait mal, il semble que le moins que tu aurais pu faire était de l'écouter quand il t'a dit de prendre tout ça au sérieux. Mais non! Tu as continué à plonger dans l'épave des âmes perdues alors que tu manquais déjà d'oxygène. Et maintenant, tout le monde dans le groupe en paie le prix. Tu as fait tuer ce pauvre Logan alors que tout ce qu'il voulait c'était passer un bon moment. Et c'était même pas une belle mort en plus. Il est venu jusqu'ici parce que tu étais censé être son pote, mais il a fini par se vider de son sang dans un navire coulé après avoir été attaqué par un horrible prédateur. Malgré le fait que ce soit 100% de ta faute, tu as eu l'audace de t'en prendre à Noah parce qu'il ne t'avait pas prévenu qu'il y aurait des requins dans l'océan. Sérieusement, t'es vraiment aussi con que ça? Si ça te surprend, attends de découvrir que le ciel est bleu et que la fée des dents n'existe pas. Honnêtement, je t'aurais envoyé comme appât à requin pour avoir dit un truc aussi débile, mais tes amis sont visiblement plus sympas que moi. Pendant que Noah se bat pour sa vie en utilisant des bouteilles d'air comprimées comme missiles et tout, toi, tu te caches courageusement dans la pièce voisine. Et visiblement, tu as quand même réussi à être le premier à sortir de là. Je te donne une idée. Peut-être que la prochaine fois, au lieu de remonter à la surface et de rester là à crier requin, tu pourrais essayer de nager vers le bateau. Enfin tu vois, avant qu'un prédateur de 6 mètres ne t'arrache une jambe. On croirait presque que tu as oublié leur existence à la minute où tu es sorti du navire. Mais eux, ils ne t'ont pas oublié, hein? Au moins, les posts que tu recevras pour ton repos en paix obtiendront probablement les likes dont tu rêvais désespérément. Mais en ce qui me concerne,
il n'y a que 4 mots que j'aimerais prononcer à tes funérailles. Brett, tu as merdé. À bord du navire, Noah et Riley parviennent à regagner l'endroit où Sam les attend. Ils progressent, mais la bouteille d'oxygène de Riley est maintenant pratiquement vide. Et ils doivent encore revenir à la même stratégie qui consiste à chercher une sortie pendant qu'elle reste en arrière. Quand ils traversent le compartiment suivant, ils remarquent une cage où les marins gardaient la plupart des munitions explosives. Il y a une ouverture devant eux, et ils doivent travailler ensemble pour réussir à la forcer. De l'autre côté, ils découvrent les squelettes des marins qui n'ont pas eu la chance de s'en sortir quand le bateau a coulé. Ils aperçoivent la lumière du jour devant eux, mais c'est alors qu'un autre gros requin arrive tout à coup et leur barre la route. Mais ils parviennent à refermer la porte juste à temps. De retour auprès de Riley, Noah explique qu'il n'a jamais vu autant de requins au même endroit et que la récente tempête a dû les attirer. Il se reproche de les avoir emmenés dans cette plongée, mais Sam dit que Brett est tout aussi responsable et elle s'excuse de ne pas avoir soutenu Noah quand les autres le harcelaient. Après tout ce temps, Riley suggère finalement de tuer le requin et de partir. Mais ses amis craignent que ce ne soit pas si simple. En y réfléchissant, Noah se souvient que les requins ne peuvent pas nager à reculons. S'ils parviennent à le faire entrer dans la cage, ils pourront ensuite le contourner et s'enfuir. Le seul problème, c'est qu'ils auront besoin d'un appât. Mais Riley se porte volontaire et propose d'utiliser sa jambe blessée pour l'attirer dans la cage. Tous les trois se dirigent vers la pièce où se trouve la cage et se préparent à mettre leur plan à exécution. Riley se place derrière la cage, découvre la blessure de sa jambe et Sam ouvre la porte adjacente, permettant ainsi au requin de pénétrer à l'intérieur. La jeune fille est visiblement nerveuse et elle commence à paniquer en voyant que le requin ne se montre pas. Mais Noah lui dit de patienter encore un peu. Juste à ce moment-là, il voit le requin qui tourne en rond de l'autre côté du compartiment. Et quand il fait demi-tour, il se précipite vers eux. Elle plonge par le fond de la cage, tandis que Noah referme la porte. Mais il se prend une morsure au passage, ce qui lui arrache un bon morceau de bras. Malgré sa blessure, ils parviennent à trouver un hublot qui leur permet enfin de sortir du vaisseau. Mais le bain de sang n'est pas encore terminé. Riley nage devant, tandis que Sam aide Noah à remonter à la surface. Quand tout à coup, un autre requin arrive comme un missile et l'emporte. Et elle est brutalement déchiquetée en deux avant même qu'il ne puisse réagir. Ça fait donc 5 victimes, et il en reste 3. Vu que les requins se rapprochent, Sam fait remonter Noah vers la surface et fait diversion en se mettant à s'agiter volontairement. Elle parvient à se mettre à l'abri à l'intérieur du navire coulé en nageant rapidement, mais elle manque cruellement d'air et son seul passage vers la sécurité est maintenant bloqué par les requins qui grouillent de partout. Ok, Sam est dans une situation difficile, mais elle n'est pas allée aussi loin pour mourir à la fin, donc elle va devoir choisir ses prochaines actions avec soin. Après avoir tué Riley, les requins à l'extérieur vont être en pleine frénésie alimentaire, ce qui rendra sa sortie incroyablement dangereuse. Du coup, ce que Sam devrait faire maintenant, c'est rester tapie dans la poche d'air la plus proche. Si elle contrôle sa respiration, elle devrait avoir assez d'air pour tenir plusieurs heures, et en bloquant temporairement toute entrée, elle peut se protéger des requins qui sont encore à bord du navire. Du fait que Levi est maintenant au courant de ce qui se passe, il va pouvoir appeler les secours dès que Noah sera dans un état stable. Ce qui veut dire que Sam n'aura que quelques heures de plus à patienter avant que les renforts n'arrivent enfin. Pour l'instant, il semble que son meilleur choix soit de rester ici et d'attendre les secours. Et elle ne devrait essayer de nager vers la surface qu'en cas d'absolue nécessité. Si elle commence à manquer d'air, je ferai en sorte d'attraper quelque chose que je pourrais utiliser comme arme avant de partir. Parce qu'on peut être sûr que les requins ne nous laisseront pas quitter ce navire sans se battre. Quant à Noah, il est pratiquement mort dans l'eau jusqu'à ce que Levi vienne à la rescousse, revêtu de son équipement de plongée pour la première fois depuis des années. Sam finit par devoir se débarrasser de sa bouteille, et elle se réfugie dans la poche d'air pour reprendre son souffle après être passée à côté du requin pris au piège. Elle replonge et parvient à rejoindre la cafétéria, mais au moment où la voie semble libre, elle se rend compte qu'elle est entourée de requins. Comme elle a besoin d'air, elle réussit à trouver une petite poche d'oxygène près du plafond qui lui permet tout juste de sortir de l'eau, alors que les requins sont toujours à ses trousses à quelques mètres en dessous. Attendant le bon moment, elle replonge et se dirige à nouveau vers la sortie. Mais cette fois, un requin apparaît juste derrière elle. N'ayant nulle part où aller, elle saisit rapidement un piquet métallique sur le sol et l'utilise pour transpercer la gueule du requin juste au moment où il s'élançait pour la dévorer. C'est une grande victoire, mais le combat n'est pas encore terminé. Sam parvient à s'échapper par le trou dans le pont. Mais au moment où elle n'est plus qu'à mi-chemin de la surface, elle aperçoit un autre requin qui la suit de près. Et juste au moment où on croit que c'est la fin pour Sam, Levi surgit tout à coup à la rescousse. Il se frappe la poitrine en guise d'adieu pour qu'elle ait une chance, juste une seconde avant que le requin ne le percute avec la puissance d'un train de marchandises lancé à toute vitesse. Ça fait 6 victimes en tout. Et grâce à son sacrifice, Sam peut rejoindre le bateau où elle retrouve Noah blessé, mais toujours en vie. Quelques mois plus tard, Noah et Sam sont toujours ensemble. Ils ont repris l'entreprise de Levi et l'ont transférée à New York.
Ils ont même eu un enfant ensemble, qu'ils ont baptisé du nom de l'homme qui leur a sauvé la vie. Ce n'étaient pas vraiment les plus belles vacances de leur vie, mais ils ont au moins appris une précieuse leçon. La prochaine fois, ils devraient plutôt se contenter de faire du snorkeling. Très bien, The Last Breath. J'ai bien aimé, c'était un film vraiment cool. J'ai aimé la façon dont il a été filmé, j'ai aimé l'ambiance requin, j'ai trouvé les personnages assez crédibles et j'ai bien aimé la musique aussi. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que les personnages auraient pu faire autre chose pour survivre. N'hésitez pas à me faire part de vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et pour plus de vidéos comme celle-ci, consultez la playlist de Comment battre. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, passez une excellente journée!